Bienvenue Niels, c'est lui qui sera le chef d'orchestre de la soirée, qui va lancer cette discussion et qui la clora. Et donc, Niels, je te laisse la parole. Merci Farida. Bienvenue à Tuxt. Effectivement, c'est impressionnant de voir cette salle remplie comme ça. Et impressionnant et ça fait très plaisir. Nous avons donc 4 personnes qui vont débattre avec vous, comme l'a dit Farida, c'est vraiment le but. Et pour ce faire, c'est peut-être important que vous sachiez avec qui vous allez interagir. Ce qui fait que je propose la chose suivante, c'est que je vais tout de suite donner la parole aux 4 invités de la table ronde qui se présenteront elles-mêmes. Pour ce faire, elles vous diront qui elles sont, où elles travaillent, quelle institution, et puis elles expliqueront donc par leur travail ou leur recherche ce qui les relie avec le thème de ce soir et pourquoi ce sont des personnes privilégiées pour discuter avec vous sur ce thème. On va peut-être commencer par les personnes en ligne, ça permettra de tester la technique, ce qui fait que je donnerai donc la parole d'abord à Sarah Baumann et ensuite à Claire Dromelet. Et puis ensuite, nous parlerons avec les personnes ici, enfin nous entendrons les personnes à la table ronde sur place, donc Pierre Pantillon et Noémie Schroeter. Donc Sarah, je te laisse la parole. Bonsoir, merci Niels, bonsoir à tous et à toutes. Alors moi, j'entends ma voix dans la salle, je pense alors que vous m'entendez bien. C'est juste, ok, super. Alors tout d'abord, je veux vous remercier pour l'invitation. Je regrette de ne pas pouvoir être sur place. C'est le coronavirus, la raison pour laquelle je participe aujourd'hui de la maison et virtuellement à ce podium. Et je veux tout d'abord dire un grand merci à Farida et à toute l'équipe du Nouveau Monde pour avoir tout mis en œuvre dans un délai aussi court pour que cela soit possible. Bon, alors quel est mon lien avec le sujet, le travail du sexe? Je suis historienne. J'ai étudié l'histoire contemporaine à l'université de Fribourg, où j'ai travaillé pour plusieurs années comme assistante scientifique et doctorante au département germanophone de l'histoire contemporaine. Alors, peut-être quand je vais pas comprendre quelque chose ou il me manque une expression, je vais dire que c'est la technique. Mais peut-être plutôt que je suis germanophone et peut-être je comprends pas tous les mots. Alors, je suis en train de terminer ma thèse sur le travail sexuel des femmes en ville suisse. J'ai mon focus sur Zurich et Genève dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors, de ma recherche, je m'intéressais pour les questions comment le travail du sexe évolué au fil du temps, en particulier dans les années 60 et 70, une période qui normalement est décrite comme une période d'une libéralisation sexuelle. Je m'intéresse des questions qui étaient les femmes qui proposaient du sexe contre de l'argent. Donc, conditions, elles ont vécu et elles ont travaillé. Comment les autorités publiques ont essayé de réguler et réglementer le travail du sexe. Quels étaient les discours sur le travail du sexe et les travailleuses du sexe dans cette période. Voilà. En tant qu'historienne, je m'intéresse surtout au passé. Aujourd'hui, je me réjouis aussi d'apprendre un peu plus sur le travail du sexe au présent, avec les experts présents. Merci. Merci Sarah. Claire? Oui, bonsoir à vous. J'espère que vous m'entendez bien. C'est un plaisir de vous rejoindre ce soir, même si nous ne pouvons pas voir le public, Sarah et moi. Nous sommes de l'autre côté de la table, mais bonjour à mes collègues de la soirée. C'est un regret de ne pas pouvoir être là personnellement, aussi malade, voilà, c'est la saison.
J'ai été invitée par Farida qui était en contact avec Catherine Acté et je remercie déjà Farida pour son temps et son accueil moitié virtuel aussi de ce soir, ainsi que Catherine Acté pour la confiance dont elle m'a fait preuve en me déléguant un peu cette mission. Au départ, je pense que Catherine Acté était l'invitée vraiment de cette soirée, mais elle ne pouvait malheureusement pas venir. Donc du coup, oui, ça fait beaucoup de donc et de du coup, excusez-moi. C'est toujours un petit peu spécial de s'exprimer sur Teams ou Zoom sans voir le public. Donc voilà, veuillez me pardonner pour ces petites maladresses. Pour ma part, j'ai donc été invitée parce que j'ai travaillé comme assistante sexuelle pour personnes avec handicap de 2014 à 2018, à côté d'un emploi d'enseignante de français langue étrangère. J'ai arrêté en 2019, cette activité annexe à ma profession principale. À l'heure actuelle, je suis une simple employée enseignante aussi de français langue étrangère pour des publics de migrants ou pour une petite entreprise privée. Et j'ai pris le parti d'utiliser le masque de philosophe, ce qui est peut-être un peu pédant et prétentieux, pour me présenter à vous ce soir, parce que je ne pratiquant plus l'assistance sexuelle pour le moment et ne désirant pas forcément non plus continuer d'enseigner en français langue étrangère, voilà, j'ai pris le pseudo-titre ou le petit titre que ma formation universitaire me permet peut-être, je ne sais pas, peut-être que l'université de Lausanne ne sera pas d'accord, mais d'emprunter ce soir pour me présenter à vous. Donc voilà, je suis une travailleuse du sexe, mais dans ce registre très sensible et particulier que l'assistance sexuelle pour les personnes avec handicap. Bonsoir. Merci beaucoup, Claire. Pierre ? Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, moi je suis émerveillé d'une si belle salle. Bon, je parle bien sûr du lieu, mais je parle surtout des personnes. Ça fait vraiment plaisir qu'il y ait autant de monde. Je suis ici. Mon lien avec le travail du sexe, c'est que je suis moi aussi assistant sexuel. Je suis par ailleurs un membre très actif du comité de Corps Solidaire qui est l'association, la seule restante rescapée d'assistance sexuelle en Suisse romande. Et puis, le travail du sexe, je me sens un peu usurpateur parce qu'à la fois, l'assistance sexuelle ne se distingue pas du travail du sexe par les pratiques sexuelles, précisément, ou les pratiques tout court, mais par la dynamique dans laquelle c'est fait, c'est-à-dire que c'est un travail qui se fait avec professionnalisme, formation, intervision, supervision, mais en même temps, on exige des gens qu'ils aient un autre métier comme base économique. Donc, ce n'est pas la dynamique économique qui est à la base de l'assistance sexuelle, et ça crée une grosse différence. Voilà. Je viens sinon à la fois du monde de la musique, du chant. J'ai aussi été éducateur, j'ai fait la pédagogie curative ici à côté, à Fribourg. Et puis, depuis plus de 10 ans maintenant, je fais beaucoup de massages, massage tantrique, massage érotique. Et dans ce cadre-là, je suis aussi en fait inscrit en tant que travailleur du sexe légalement, et je paye des impôts en tant que travailleur du sexe. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Et donc maintenant Noémie. Merci. Ah, ouais, ça marche. Bonsoir tout le monde. Merci Farida pour l'accueil. Merci à toutes ces personnes présentes. Du coup, je m'appelle Noémie, j'ai 25 ans et je suis intervenante sociale au sein du programme Griselidis, qui est une association qui existe à Fribourg depuis 15 ans et qui accompagne et soutient toute personne qui travaille dans les métiers du sexe dans le canton de Fribourg. Et du coup, ce soir, c'est un peu ça que j'espère amener, c'est-à-dire qu'en parlant de Griselidis, on peut parler du quotidien, de ce que nous, on perçoit du quotidien des personnes travailleuses du sexe, de leurs demandes, de leurs besoins, pourquoi elles s'adressent à nous, quels sont les défis qui se posent quand on est travailleuse du sexe ici à Fribourg. Donc je pense que c'est aussi ça qui est intéressant parce que c'est un contexte cantonal qui est très
précis qui n'est pas le même que dans d'autres villes. Donc c'est ça que j'espère amener. Et ouais, ça permet de... Enfin, j'espère pouvoir visibiliser non seulement le travail de l'association, mais aussi par là rentrer un peu plus dans ce qu'est le quotidien et potentiellement défantasmer le travail du sexe, le déstigmatiser et donner un tout petit peu accès à ce que nous, on nous montre avoir lors des permanences ou des terrains. Voilà. Merci beaucoup à vous quatre. Avant de vous céder la parole, j'aurais peut-être proposé qu'avec vos mots, vous nous expliquiez peut-être, parce qu'on a déjà entendu un certain nombre d'approches différentes, mais aussi de vocabulaire, ne serait-ce que dans le descriptif de la soirée de ce soir. On a vu travail du sexe, on a vu assistance sexuelle, on a vu aussi le mot prostitution, travail d'escorte, et il y aurait plein d'autres mots qu'on pourrait rajouter, camgirls par exemple, ou camboys. Donc, peut-être aussi pour qu'on ait une base de vocabulaire commune, est-ce que vous seriez d'accord peut-être de nous dire pour vous ces différents mots ou d'autres que je n'ai pas énumérés, mais qu'est-ce que c'est que ces mots, quel vocabulaire vous utilisez afin peut-être qu'après, dans la discussion, on s'entende sur un certain nombre de définitions communes. Il n'y a en revanche pas d'ordre de parole là, je pense que c'est vraiment comme vous le souhaitez. N'hésitez pas vraiment à faire aussi de grands signes peut-être, effectivement, Sarah et Claire, puisque je ne vois pas toujours l'écran qui par ailleurs devient noir, mais je vous vois là-bas au fond en tout petit. Donc voilà, si d'un seul coup vous n'aviez pas suffisamment la parole, n'hésitez pas à manifester. Merci. Donc je vais peut-être commencer. Par rapport à la question que tu nous poses, nous, au sein de l'association Griselidis, on utilise beaucoup le terme de travail du sexe. C'est d'ailleurs sur notre carte de visite, c'est écrit « Le travail du sexe est un travail ». Et ça paraît évident, mais en fait, ça l'est pas du tout. Et c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, moi, dans mes impressions. C'est que, en fait, il faut réaffirmer constamment, et c'est pour ça qu'on le fait, que le travail du sexe est réellement un travail pour pouvoir, comme je l'ai dit avant, le défantasmer et en fait en parler et en faire quelque chose d'une manière qui n'est pas tout le temps empreinte de 1000 affects, 1000 peurs, 1000 résonances, ce qui est normal parce que c'est un sujet en effet qui touche à beaucoup de choses, mais d'accompagner et de recevoir les personnes comme des travailleuses du sexe, c'est aussi leur reconnaître toute une série de compétences spécifiques, leur reconnaître des droits, leur reconnaître un accès à des besoins administratifs, et nous c'est ce qu'on fait beaucoup en fait, parce que les grandes limites qu'on rencontre nous, c'est des, il y a un manque de reconnaissance en fait de ce travail en tant que travail, et c'est ça qui rend en fait le quotidien difficile plus que d'autres aspects. À nouveau dans les personnes que nous on rencontre, et à Griselidis on rencontre principalement des personnes qui travaillent dans la rue, à la Grande Fontaine, mais aussi dans les salons érotiques du canton de Fribourg, et on a moins des personnes qui seraient escortes, qui travailleraient beaucoup en ligne, et du coup ça veut dire qu'on a aussi moins accès. Enfin, on est moins contacté par des personnes qui parlent français, qui ont déjà les outils un peu pour évoluer dans tout ce monde. Donc nous, on rencontre des personnes qui se retrouvent souvent bloquées par des limites administratives. Et ouais, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué quand j'ai commencé à travailler à Griselidis, c'est à quel point c'est compliqué de juste exercer son travail. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette insistance-là. Enfin, moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Et aussi parce que, comme je l'ai dit, ça permet de le voir réellement comme tel, de reconnaître les capacités, pas les performances, cherche le mot, les qualifications qui vont avec ça. Et parfois, quand on les accompagne ou qu'on les aide à faire un CV, moi, j'aurais tellement envie de mettre parfois on fait des CV, par exemple, si d'un coup la personne veut travailler dans un bar plutôt, ou veut passer à quelque chose d'autre. Et je me retrouve des fois bloquée, alors que on aimerait dire réellement les compétences et la complexité qu'il y a derrière ce travail, et qu'est-ce que ça donne vraiment comme chose qu'on aurait envie de noter sur un CV. Alors du coup, mais c'est pas forcément possible, parce que le travail du sexe n'est pas vraiment vu comme tel,
même s'il est légal. Et c'est ça, en fait, qui est aussi assez complexe, je pense. Donc, ouais, c'est là-dessus que j'aurais envie d'insister. Merci. Est-ce que Pierre, Claire ou Sarah, vous souhaitez enchaîner? Est-ce que Sarah, tu voudrais peut-être éclairer avec une perspective historique en réaction et réponse aussi à Noémie? Oui, volontiers. Volontiers, c'est super intéressant parce que Noémie a mis le focus sur le concept ou le mot du travail du sexe. Dans les documents officiels que j'ai consultés, sont des documents des années 1950 à 80. Les termes les plus utilisés sont prostitution, prostituée, ou en allemand, il y avait encore le mot Dirne. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de similaire en français. Dans le code pénal, la prostitution s'appelait jusqu'à 92 en allemand Gewerbsmäßige Unzucht. Je pense que la traduction, c'est peut-être débauche professionnelle ou quelque chose comme ça. C'est un terme à forte charge morale qui a été remplacé par le terme prostitution dans le nouveau droit pénal sexuel. Ce que je trouvais intéressant pendant mes recherches, que les femmes qui proposaient des services sexuels ne se désignaient souvent pas eux-mêmes comme prostituées. Pour beaucoup, la prostitution, c'était pas, comme je peux dire, une identité professionnelle, mais vraiment simplement un moyen de gagner de l'argent. Les sources historiques montrent qu'elle disait « je vais travailler », « je fais la rue » ou en allemand « ich schaffe an »,« ich gehe anschaffen ». Prostituée était alors pour longtemps pas vraiment une autodésignation, c'est eine Fremdbezeichnung, keine Selbstbezeichnung. Cela a changé dans les années 70. Les travailleuses du sexe ont commencé à s'organiser, à se regrouper en associations dans plusieurs pays, aussi en Suisse, et à se défendre contre la discrimination, contre la stigmatisation. Et elles ont elles-mêmes parlé d'un mouvement des prostituées, ou en allemand, elles s'appellent la Hurenbewegung. Alors, elles ont repris cette identité qui a été désignée à eux pour eux-mêmes. Et le terme de travail du sexe, et travailleurs ou travailleuses du sexe, n'existait pas depuis la fin des années 70. C'était une travailleuse du sexe américaine, Carol Leigh, qui l'a utilisé la première fois en 78, et il s'est ensuite diffusé, répandu, surtout dans le pays anglophone, et plus tard germanophone et francophone. Quand même, en tant qu'historienne, je parle néanmoins du travail du sexe, aussi pour des périodes où le terme n'existe pas. On peut critiquer, c'est un peu l'anachronisme, mais je pense sur un niveau analytique, c'est vraiment central, parce que je veux souligner que la plupart des gens exercent le travail du sexe comme un travail, et aussi pour gagner de l'argent, pour gagner leur vie. Aussi que le travail du sexe s'inscrit dans des rapports de travail généraux et vraiment dans ces dynamiques économiques que Pierre a dit, c'est pas vraiment la raison pour le travail comme assistante sexuelle. Et je veux aussi souligner un peu dans une perspective comme une historienne qui s'intéresse du genre et de l'histoire des femmes, entre la position souvent précaire des femmes sur le marché du travail et le fait que la majorité des travailleuses du sexe sont des femmes. Voilà, comme ça j'écris ou je parle aussi du travail du sexe pour des périodes où il n'existe pas comme mot. Merci. Et puis alors justement peut-être
pour revenir par rapport à ce qui a été dit sur prostitution et travail du sexe, tu avais commencé tout à l'heure, Pierre, aussi à expliquer un certain nombre de différences aussi par rapport à l'assistance sexuelle. Est-ce que Claire ou Pierre, vous voudriez peut-être revenir sur ce que c'est, sa définition, et puis justement le mettre peut-être en définition, en contraste ou en rapport avec travail du sexe et prostitution dont on a parlé jusqu'à maintenant? Pierre ou moi? Je peux aussi démarrer et puis tu compléteras avec plaisir, j'imagine. Donc moi j'ai j'ai été formée par le CEP, donc Corps solidaire et CEP. Je pense qu'avant que ça soit dissous, c'était il y a 2 ans maintenant, je pense, la dissolution du CEP. Et j'ai été formée en 2014. Donc je donne mon rapport parce que c'est vrai que c'est des formations qui sont assez courtes. Et puis après, chacun travaille un peu de son côté. Pour ma part, nous, on n'utilisait pas spécialement l'appellation travail du sexe. On a toujours utilisé le mot assistance sexuelle et on insistait sur ce mot d'ailleurs. C'était très important, comme l'a dit Pierre avant, que la dynamique économique est complètement différente, puisque dans le travail du sexe, vous pouvez vivre normalement de ça aussi à temps, vous choisissez vos taux, mais on peut vivre totalement de ça, tandis qu'il fallait être bien pour plusieurs raisons que je vais essayer de d'énoncer et de ne pas oublier. Dans l'assistance sexuelle, on ne peut pas se permettre de le faire à temps plein. Alors, pour plusieurs raisons, justement, il y a des contraintes logistiques, il y a quand même beaucoup de déplacements à faire. Je veux dire, quand vous faites du travail du sexe, vous pouvez ouvrir un salon ou participer à un salon, vous pouvez rester au même endroit, tandis que le travail d'une assistante ou d'un assistant sexuel, on se déplace. Pierre, tu me diras si ça a changé depuis 2019, mais à l'époque, en tout cas, on se déplace chez les particuliers ou dans des institutions. Et puis, il y avait également à l'époque une question importante de ne pas tomber dans une forme de proxénétisme aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'enjeux liés au consentement aussi de la personne qui fait appel à ce type de service, et que pour éviter des dérives de l'ordre de troubles de l'attachement, dans cette idée de créer un lien, parce que bien sûr on crée un lien avec sa clientèle si on fait partie d'un salon, ou bien ses bénéficiaires, ça c'était le mot qu'on utilisait dans le cadre de ma pratique, puisqu'on a on ne peut pas vraiment les appeler des clients, et puis pas vraiment des patients, mais il y avait vraiment une idée aussi thérapeutique du travail qui a été fourni. Alors, c'est pour lutter aussi contre ces questions d'attachement, on ne pouvait pas vraiment se permettre d'avoir un agenda tout programmé en se disant voilà, c'est lundi, je vais m'occuper d'un tel, une telle, un tel sur la journée, et puis de comment faire, faire vivre ce réseau de clientèle, si on veut garder le mot clientèle finalement en reprenant les mots du travail du sexe, puisqu'il y avait toutes ces questions aussi d'éthique qui sont liées à, je pense, peut-être la sensibilité du consentement en fonction des profils qu'on peut avoir dans l'assistance sexuelle. Et donc, personnellement, je n'ai jamais utilisé le mot, je ne me suis jamais définie comme une travailleuse du sexe. Après, je pense qu'il y a une question vraiment de travail, je dirais plutôt dans le sens presque moyenâgeux, le mot métier, en fait, quelque chose que l'on travaille même pour soi, c'est une pratique, c'est extraordinaire en formation ou même en échangeant avec d'autres praticiens ou praticiennes, on apprend des techniques, on apprend plein de choses. Donc il y a une idée qu'on évolue aussi, on apprend pour soi-même aussi à travers voilà, on ne peut pas l'appeler profession dans le cadre, dans mon cadre en tout cas, mais à travers peut-être ce travail au sens de métier, quoi. On améliore nos compétences et on s'améliore aussi soi-même à travers ce chemin, si on peut le dire comme ça. J'espère que j'ai été claire dans ma réponse. Et Pierre, si tu veux compléter, Oui, volontiers. C'est tout à fait. Alors, effectivement, CEP et Corps solidaire, juste pour la petite histoire, CEP a
a formé la première volée d'assistants sexuels qui eux-mêmes se sont regroupés dans une association qui s'appelle Corps Solidaire. Et il se trouve qu'effectivement, maintenant, il n'y a plus que cette association. Voilà, c'est juste pour les détails. Mais par rapport à ce que j'aimerais compléter, je suis tout à fait, donc, absolument d'accord avec ce que tu dis, Claire. Simplement, cette notion de travail du sexe, en fait, pour moi, personnellement, j'aurais envie de dire, en fait, autant je comprends, ça a tout à fait sa place que Noémie va accentuer le mot travail, moi je vais plutôt accentuer le mot sexe. Notamment parce que dans le pool des personnes qui vont arriver à l'assistance sexuelle, au niveau des praticiens, praticiennes, une partie vient du travail du sexe, mais ce n'est pas la majorité, de loin. Et l'autre partie vient plutôt du monde, on va dire, de la sexualité élargie, que ce soit la sensualité, le tantra, etc. Ou carrément d'un monde plutôt sociologique. Et donc, ça va vraiment être très, très central de bien réaliser, mais il s'agit de sexe. Voilà. Et puis, pourquoi... de la part des bénéficiaires, nous on parle aussi de bénéficiaires, pourquoi des bénéficiaires et non pas des clients? C'est qu'on est dans une situation où la sexualité n'est pas tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et puis, bon, comme tout le monde, on a des frustrations parce qu'on ne peut pas tout vivre, et puis telle et telle personne me plairait, mais je ne lui plais pas, ou bien je ne peux pas me le payer, ou j'en sais rien quoi. Là, on est dans le domaine du choix. L'assistance sexuelle, elle vise vraiment les situations de privation. Alors, si vous prenez juste le temps de sentir quelle est la différence pour vous entre frustration et privation, après, c'est des histoires de mots, mais en tout cas, là, très clairement, on l'utilise parce que privation, c'est une situation où il n'y a pas la possibilité en soi, elle n'existe pas. La frustration, c'est une situation où, effectivement, tout n'est pas toujours accessible. Et c'est un levier puissant de croissance, et ça fait partie vraiment du chemin de la vie, d'être régulièrement dans des situations de frustration. Ça génère quoi? Ça génère de la créativité. Puisque je ne peux pas ça, ben, au fond, qu'est-ce que je pourrais? Voilà. Et donc, ce n'est pas un client au sens où ce n'est pas quelqu'un qui simplement se dit ben, tiens, aujourd'hui, moi, au lieu d'aller voir un musée puis de payer 70 balles de train, ben, je vais m'offrir une séance d'assistance. Voilà. Et on est dans une forme d'accompagnement. D'où aussi cette notion... il y aura probablement un volet de rencontres humaines qui va avoir plus d'impact parce que c'est une personne qui va peut-être avoir besoin de beaucoup plus de temps jusqu'à pouvoir passer aux choses sérieuses. Si vous imaginez ce que ça peut prendre de temps de faire un transfert si on a des soucis physiques, rentrer en contact si on a des soucis plutôt psychiques. Si je suis particulièrement... les codes sociaux me sont particulièrement étrangers, hein, parce que j'ai un TSA ou j'en sais rien quoi, ben voilà, ça va prendre du temps. Ça va prendre un temps d'apprivoisement. Évidemment, s'il y a du retard mental, c'est la même chose. Il va falloir prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Aussi au niveau du consentement réciproque, c'est toutes des étapes, ça prend du temps. Et du coup, le côté relation de confiance, qui n'est pas moins important dans le travail du sexe, mais par contre, ben, la confiance, elle se construit peut-être à une autre vitesse. Et elle est fondamentale. Merci beaucoup. Déjà, ces moments de discussion montrent qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être échangées. Et je vois que Farida a déjà des personnes qui souhaitent poser des questions. Je m'en réjouis. Absolument, on a une première réaction. Je voudrais savoir comment vous faites pour entrer en relation avec les hommes
de grands handicapés physiques, par exemple, donc ici à Fribourg, Villars-sur-Glâne par exemple, est-ce que vous faites des propositions aux HOME? Est-ce que les HOME font appel à vous? Comment, qui dans les HOME vous appelle? Comment ceux qui s'occupent des handicapés peuvent savoir quels sont leurs besoins à ce niveau-là, surtout ceux qui ne peuvent pas parler, n'ont plus, même donc ceux qui n'ont plus accès ni à Hector, ni à voilà, ils ne peuvent plus faire ça, ni rien, juste encore éventuellement sourire. Absolument. Merci de votre question. Donc, c'est clair que nous, on ne va pas chercher les gens. C'est aussi cette notion de proxénétisme, du coup, hein, comme disait Claire, on ne va pas non plus solliciter des séances, s'il y en a une, et puis on ne va pas rappeler les gens, disons, ça fait quand même 2 mois. Mais par contre, le milieu, enfin voilà, on fait des présentations, on est souvent amené à intervenir. Une institution va peut-être nous demander de présenter Corps Solidaire ou qu'est-ce qui est possible dans l'assistance. Il y a aussi les EMS, de plus en plus, hein, dans le domaine des personnes âgées. Il y a aussi beaucoup de situations qui relèvent maintenant de la privation, parce que si on se trouve dans une situation où il n'y a plus de lit double, tout le monde est très frileux quand il y a une amourette, parce qu'en fait, monsieur s'intéresse à madame, mais on ne sait pas si madame, elle est peut-être quand même un petit peu sénile, alors est-ce qu'elle veut vraiment? Ça, c'est encore gentil, mais souvent tout le monde s'en mêle, donc les enfants trouvent ça scandaleux, que les parents aient peut-être envie de quelque chose, enfin bref, donc il y a aussi dans ce domaine-là. Mais c'est partout pareil, c'est-à-dire que, au fond, dans l'entourage des personnes, si ce n'est pas la personne elle-même, comme la situation que vous proposez, à un moment donné, certains éléments on perçoit un malaise, on perçoit un besoin, on a l'impression qu'il y a peut-être quelque chose, et puis ça va être comme pour toutes les autres choses, parce qu'avec une personne comme vous présentez, pourquoi on va choisir de faire des vacances plutôt en Gruyère ou bien plutôt à la mer? Ce sera la même chose en fait, c'est qu'on va essayer d'un peu observer, et puis par rapport à ce qu'on a vu à la piscine, on va se dire peut-être l'eau c'est beaucoup, et puis on va faire un projet vacances à la mer, et par rapport à la sexualité c'est pareil. Là il semble qu'il y aura quelque chose. Pour faire vite, j'aime bien les choses concrètes. Par exemple, une situation que je connais bien, un homme de 35 ans, effectivement différents troubles sensoriels et psychiques, qui redevient incontinent. Alors évidemment, on se dit, tiens, il y a un problème, urologue, tout le tralala, non, tout est normal, etc. Et peu à peu, le chemin se fait, mais peut-être qu'il veut nous dire quelque chose. Peut-être qu'il veut vivre autre chose avec son sexe. Et puis, il se trouve que suite à des séances une première séance d'assistance, il n'y a plus de problème d'incontinence. Voilà. Ou bien quand il y a le Covid et puis qu'on se trouve très intelligent désenfermé, puis qu'il n'a plus le droit de sortir hors l'assistance ne peut pas se faire dans l'institution, il finit par tout casser et bouffer les pastilles du lave-vaisselle, et puis on comprend que non, ça ne va pas jouer. Voilà. Mais c'est malheureux qu'il faille, comme m'a dit quelqu'un hier dans justement un cénacle de personnes qui travaillent dans une institution, en fait, c'est malheureusement quand les problèmes sont suffisamment visibles, donc suffisamment douloureux, qu'on va s'en occuper. Y a-t-il tout devant Farida? Merci. Mathieu, collaborateur scientifique à la HEP. Une question qui vient du titre Travail du sexe, lumière sur le monde de la nuit. Est-ce que c'est possible de travailler de jour? Je n'ai travaillé que 2 jours. Pourquoi cette expression alors? Parce que la sexualité est souvent associée à une zone d'ombre. Oui.
Mais la sexualité, c'est beaucoup de jeux. Alors moi, ça m'a aussi questionné ce titre, mais je pense que ça fait partie de... Genre le monde de la nuit, ça fait typiquement partie de tout ce qu'on imagine autour de la sexualité, et spécifiquement du travail du sexe, à nouveau dans ce truc très fantasmé. Et en fait, bien souvent, en tout cas les personnes qu'on accompagne par exemple, vont voir leurs clients la journée. Il y a des habitués qui viennent toujours le jeudi à 14h, ou quand on va dans les salons érotiques, on croise des clients en pleine journée. Donc en effet, c'est pas du tout de mon observation qui m'appartient à moi, quoi. C'est pas du tout cantonné à la nuit, mais ça va bien avec le fantasme et la surérotisation de quelque chose qui est certes érotique, mais qui peut aussi être au final des interactions assez banales et assez jeudi à 14h après avoir été mangé, ben tu retrouves la travailleuse du sexe que tu as l'habitude de retrouver à ce moment-là. Bonsoir et merci beaucoup d'intervenir ce soir à ce café scientifique. Le travail du sexe, en fait, effectivement, et avec les mots comme prostitution ou proxénétisme, c'est venu me chercher souvent, en fait. J'arrive pas à me faire un avis et puis en fait, maintenant, j'accepte de ne pas m'en faire un. Voilà. Je suis très émue de parler ce soir. Forcément, il y a du monde. Donc j'ai la voix qui chevrotte, désolée. J'aimerais en fait peut-être mettre l'accent sur la question du consentement. On a parlé de proxénétisme et puis en fait derrière le terme proxénétisme, ben forcément, en tout cas chez moi, il y a certaines images qui apparaissent, l'image de la traite, etc. Et puis en fait, à contrario, vous citez quelque chose de magnifique, vous qui travaillez chez Grisalidis, c'est le transfert de compétences, c'est la question vraiment de l'entrepreneuriat avec le travail du sexe. Et puis, j'avais lu à l'époque, en fait, un tout petit peu l'histoire de Grisalidis, qui est franchement inspirante. Parce qu'à un moment donné, justement, elle a consenti, elle a même été fière de travailler, d'être travailleuse du sexe. Vous quatre à table, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, au niveau de l'histoire aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est développé? Est-ce que le consentement, est-ce que la fierté en fait d'être travailleur, travailleuse du sexe s'est développée au cours de ces dernières décennies? Je vais peut-être répondre assez rapidement et après je passe la parole. Je trouve que la question du consentement, elle est vraiment centrale et je trouve que c'est là aussi où ça touche à quelque chose vraiment d'intime et puis qui peut des fois bloquer. Nous, souvent, notre constat, c'est que, comment dire, c'est un travail comme un autre, dans le sens où, est-ce que des fois, qui est parfois autant chiant qu'un autre travail, et qui nous définit pas plus qu'un autre travail. Genre, il y a tellement de cristallisation autour du consentement dans le travail du sexe, et c'est normal. Je pense que c'est normal qu'il y ait cette attention et cette sensibilité, parce que c'est des profils et des parcours qui sont souvent empreints de vulnérabilité. Mais moi aussi, des fois, j'ai envie de répondre mais est-ce qu'on consent à devoir travailler dans cette société, en fait, globalement? Tout travail peut être vu comme ça, au final. Et c'est bien, il n'y a que pour le travail du sexe qu'on se pose la question des motivations, de pourquoi la personne le fait, est-ce qu'elle y consent vraiment? Des fois, c'est juste la réalité économique qui fait que. Et dans les personnes que nous, on accompagne, la question du choix, elle est tellement large. Il y a des personnes qui le font parce qu'elles trouvent que c'est pas pire que faire des ménages et parce qu'elles aiment bien. Il y a des personnes qui le font parce que réellement, ça les habite et c'est leur truc, comme quelqu'un d'autre qui dirait « Ah, moi, mon truc, c'est vraiment mon boulot, genre j'adore mon boulot ». Et d'autres gens qui disent « Ouais, moi, je fais mon boulot parce que j'ai pas trop le choix, quoi ». Et du coup, je comprends vraiment qu'il y ait cette attention autour du choix, parce que surtout, c'est vrai que ça s'allume le truc de la traite. Et nous, c'est aussi quelque chose à laquelle on essaye d'être sensible, et en étant au plus proche des personnes, et en étant, c'est bateau de dire ça, mais dans la bienveillance réelle et dans la réception des récits, on peut aussi voir pour qui ce travail est plus facile et pour qui il est plus difficile, comme n'importe quel autre travail. Mais pas de la même manière quand même. Donc c'est vrai que c'est particulier. Et je pense que juste pour encore ajouter la question de la fierté, bah ça aussi, pour moi, ça rentre aussi dans le fantasme. Il y a des personnes qui en sont fières et qui le revendiquent même politiquement. C'est pas la majorité. Il y a des personnes qui, comme pour n'importe quel autre truc,
trouvent que ça les définit pas. Et évidemment, c'est sans parler quand même de la plutophobie et la stigmatisation qu'il y a autour du travail du sexe, qui fait que c'est pas si simple en fait de se revendiquer et d'en éprouver de la fierté, surtout quand on est dans des parcours déjà vulnérables. Donc ouais, c'est une large question, mais moi c'est ce que j'aime bien répondre à ça. Sarah, est-ce que tu veux compléter sur le volet historique de la question? Oui, volontiers, j'essaye. Alors, le consentement, ouais, c'est central. Il y avait déjà dans le passé toujours des femmes qui ont dit, j'ai décidé moi-même de faire la prostitution. Je parle maintenant comme prostitution, dans le sens, avec le mot qui a été utilisé. Et il y avait des femmes qui ont dit, par exemple, devant la police, j'étais forcée psychiquement ou physiquement de me prostituer. Et puis le consentement, je pense, et on voit ça aussi dans le passé, comme je peux dire, alors c'est vraiment central de faire une différence entre le travail du sexe qui est choisi et la prostitution forcée. Quand même, il y avait toujours des femmes qui ont aussi, comme je peux dire, dit que les conditions m'ont forcé de faire le travail du sexe. Alors, les conditions économiques, par exemple, elles étaient seules, elles avaient 2 enfants à nourrir, elles n'étaient pas vraiment une formation, elles n'avaient pas grand chance sur le marché du travail régulier, alors elles ont commencé à travailler comme travailleuses du sexe. Alors, cette, comme je peux dire, der Zwang d'être forcé peut pas seulement être fait par une personne, mais aussi par des conditions. Puis il y avait, parce que c'était la question aussi du changement, il y avait un changement que après les années 70, il y avait beaucoup plus de femmes qui ont parlé en public comme prostituées, travailleuses du sexe, et qui ont fortement fait cette différence entre travail du sexe qui a été choisi ou prostitution forcée. Griseli Disrial était une de ces protagonistes qui a lutté pour cette différence. Et ce que c'est aussi ce qu'on voyait, puis, c'était que c'était la majorité des femmes qui a parlé en public, c'était des femmes européennes avec des compétences, comme je peux dire, avec une certaine formation, qui pouvaient s'exprimer, qui avaient déjà beaucoup de l'expérience dans le travail du sexe. Quand même, il y avait beaucoup de femmes des pays au dehors de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, qui ont aussi travaillé comme travailleuses du sexe, aussi en Suisse, qui se sont pas exprimées en public. Et puis, on avait cette différence en public entre le travail du sexe décidé et la prostitution forcée des femmes pas européennes, qui est un peu, comme je peux dire, das ist eine pauschale Beschreibung, die nicht die Realität wiedergibt, die damit zusammenhängt, wer sichtbar ist im öffentlichen Diskurs, wer sich äußert und wer sich weniger äußert oder sich weniger äußern kann. J'espère que j'étais assez claire. Merci Sarah. Est-ce que Claire ou Pierre, vous souhaitez répondre à cette question, sur ces questions? Bon, vous avez déjà exprimé sur la question du consentement. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on prend la question suivante? Claire? Non, je pense qu'on peut prendre la question suivante. Très bien. C'est difficile de réaliser combien il y a de personnes dans la salle et combien de personnes ont des questions aussi. Bonsoir, merci. Ça s'adresse la question à M. Patillon. J'ai beaucoup apprécié votre présentation de situation de ce monsieur qui était
entre guillemets incontinents, etc. Et vous avez terminé en disant malheureusement, il faut passer par là pour que les choses soient visibles, pour qu'on puisse agir. Ce qui manque là-dessus encore, c'est juste quelles pistes suggérez-vous pour améliorer la situation? Parce que, si je vous pose cette question, c'est parce que je viens du monde des soins et je suis confronté à ce genre de situation. Et ça, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus, vos propositions. Merci. Vous comprenez? Je crois que je comprends. Vous me direz si je n'ai pas compris. Je connais mieux le monde du handicap. Simplement, dans mon expérience dans le monde du handicap, il n'y a jamais eu de choses nouvelles, de problèmes particuliers. C'est juste qu'ils sont tellement plus gros, ils sont tellement plus manifestes. Au fond, c'est ce qui nous arrive à tous, mais c'est juste gros comme une montagne, et donc ça devient le handicap. C'est un peu un raccourci, mais c'est quand même... Voilà. Et du coup, tout ce qu'il y a autour de la sexualité, c'est ça qui est passionnant, c'est que ça va toujours nous chercher dans nos valeurs, dans nos blessures, nos fantasmes, nos expériences, etc. Et alors, ça fait ce gros pataquès. Alors, des solutions très concrètes, je n'ai pas à vous en proposer comme ça. Peut-être tout à l'heure, si on en parle plus spécifiquement de quoi il s'agit. Mais c'est clair que plus vous-même, plus soi-même, j'aime la sensualité, j'aime la sexualité, je suis à l'aise avec ça, je vois à quel point c'est vital, plus je peux être simple dans la façon dont parler avec l'entourage, que ce soit des collègues, que ce soit la famille, que ce soit n'importe, voilà, plus ça va récolter des observations et ça va émerger parce qu'on aura été sensible à beaucoup plus de petits éléments comme ça. Évidemment que c'est vraiment une question dans quel degré la société en général, ou disons la micro-société autour des personnes dont peut-être vous vous occupez ou que nous côtoyons, dans quel degré elle devient plus tranquille et plus sereine avec la question. Voilà. Oui, bonjour. Peut-être juste rajouter une chose. C'est clair que c'est aussi votre question, madame, c'est que c'est important de savoir que certaines choses existent. Et par exemple, nous, on aimerait surtout que tout le monde puisse se passer de l'assistance sexuelle. Donc la première chose, si quelqu'un nous contacte, c'est qu'on va essayer de voir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de s'en passer? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autres... Est-ce que la situation, elle est comme ça, bloquée, en fait? Mais de savoir que ça existe, et puis il y a une certaine communication là autour. On voit aussi de plus en plus, on parle de la sexualité féminine, parce que la sexualité féminine, dans son ensemble, est tellement négligée ou enfin, invisibilisée. Donc là aussi, voilà, le fait qu'on en parle quand même nettement plus et nettement mieux, je crois, voilà, tout ça, ça va faire avancer les choses. Juste avant la prochaine question, peut-être, est-ce que Claire, vu que c'est plus difficile aussi de voir si tu veux interagir, tu aurais voulu compléter sur cette question? Non, je pense que c'était bien répondu. Merci Pierre, merci à vous. Alors Farida? Oui, bonjour. À ce que j'ai compris, l'assistance sexuelle a été un des premiers métiers de travailleuse du sexe en Suisse qui a été, avec une formation qui a été officialisée. Et j'ai l'impression que ça a été un vrai numéro d'équilibriste, d'être accepté à la fois par le public et d'être utile, le fait que ça ne peut pas être une formation principale. Et je me demandais déjà dans l'histoire, est-ce que, sans tomber dans le proxénétisme, est-ce qu'il y a déjà eu des formations de travailleuses du sexe qui se font? Est-ce que ce serait profitable dans un pays comme la Suisse, ou est-ce que ce serait au contraire un frein pour les personnes qui pratiquent ce métier déjà actuellement?
c'est une bonne question. Alors, par rapport à moi, ce que je connais, je sais par exemple que là, c'est par exemple pour les personnes... Enfin, dans certains cantons, quand on veut commencer à exercer en tant que travailleuse du sexe, il faut participer à une séance d'information qui est donnée par l'association du canton, qui dure... Une journée. Ouais. Enfin, non, pas une journée, mais un après-midi ou un truc comme ouais, ça. Voilà. Et qui ensuite permet d'aller faire la prochaine démarche, c'est-à-dire aller s'enregistrer auprès de la police et puis commencer à travailler. C'est pas le cas dans tous les cantons. À Fribourg, par exemple, c'est pas le cas. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, qui a un permis de séjour ou alors qui utilise quelque chose qui s'appelle l'annonce des 90 jours. Donc ça, c'est pour les personnes en situation de migration qui viennent de l'Europe. Par exemple, nous, les personnes qu'on rencontre le plus souvent, c'est des personnes qui viennent de l'Amérique du Sud et qui ensuite passent par l'Europe et passent par l'Espagne et obtiennent un passeport espagnol. Et ensuite, elles arrivent en Suisse. Et là, en fait, elles ont plusieurs options. Et il y a cette chose qui s'appelle, du coup, l'annonce des 90 jours, où, en fait, chaque jour où elles souhaitent travailler, elles doivent l'annoncer en ligne. Ce qui est d'ailleurs une démarche hyper compliquée. On en parle tout le temps avec mes collègues. Le formulaire est insupportable, pas facile à remplir. C'est aussi ça, en fait, une des limites du travail, c'est que c'est discriminant en soi parce que, encore l'autre fois, j'étais avec mes collègues et on se disait « Ah, mais il faudrait pas tout le temps qu'on le fasse, nous. » Il y a évidemment l'envie aussi d'autodétermination, mais c'est très compliqué parce que le formulaire est que en français et juste extrêmement compliqué à remplir. Bref, mais en tout cas, il faut annoncer ses jours de travail et on peut travailler 90 jours par année. Ou alors, si notre situation le permet, on peut demander, par exemple à Fribourg, c'est ce qu'on fait beaucoup, un permis B. Et ensuite, on peut travailler et s'installer plus durablement en Suisse, à Fribourg, quoi. Mais par rapport à la question de la formation, moi, je dirais qu'il n'y en a pas de spécifique, si ce n'est ces formations données par certains cantons qui font partie des trucs que tu dois faire quand tu veux commencer dans le travail du sexe. Mais à Fribourg, c'est pas le cas, par exemple. Moi, j'aimerais juste compléter parce que cette formation à Genève, je l'ai trouvée bien, vraiment bien, très respectueuse et apportant beaucoup d'informations concrètes. D'ailleurs aussi, la situation de s'annoncer à la police, c'était tout à fait une belle expérience pour moi. Mais j'ai cet avantage, j'ai l'âge que j'ai, donc de toute façon les gens se disent je me suis trompé de porte. Ensuite, je sais quand même assez bien le français, donc je n'ai pas de soucis, etc. Mais pour revenir plus spécifiquement sur ta question, en fait, qu'est-ce qu'on attend d'une formation ? Alors, si formation veut dire, au fond, créer de la sécurité, parce que amener des contenus qui créent de la sécurité. Je crois qu'il y a énormément à faire, mais peut-être pas tellement dans la vision formation comme on la voit d'habitude, mais par exemple, il y a les apériputes, les cafés de rencontres, créer du réseau qui serait un réseau qui se distingue d'un réseau où il y a de la compétitivité ou de la compétition, où les choses peuvent se poser, et du coup, où de la solidarité et de l'échange de connaissances, de pratiques a lieu. C'est vraiment... là, je pense qu'il y a énormément, mais c'est peut-être une formule un peu différente. Avant, juste peut-être voir, parce qu'il y avait aussi un petit aspect historique dans la question. Donc, et puis je vois Claire qui a... Oui, voilà, donc je pense qu'on va juste... voilà. Claire, et puis après Sarah. Ah, Sarah, tu voulais aussi réagir ? Non, pour le moment pas, mais j'ai vu que tu veux réagir. Oui, j'aimerais juste compléter les réponses de mes deux coéquipiers de cette table ronde à propos de la question de la formation. Déjà, je suis intéressée de savoir que vous avez une demi-journée. Vous parlez d'une demi-journée vraiment pour après s'inscrire. Hein. Ok, d'accord, j'ai bien entendu. Alors, pour ma part, la formation d'assistante sexuelle en 2014, donc donnée par le CEP, comme Pierre l'a présenté, du coup, j'étais pas la première volée d'assistance sexuelle formée, je fais justement partie de la seconde. Petit détail anecdotique, j'étais donc la seule personne qui venait du monde extérieur, puisque toutes mes collègues, au moment au jour de la première formation, le premier jour de la formation, mes autres collègues
en formation venaient du monde de la prostitution, vraiment, enfin, c'était travailleuses du sexe à 100%, si on peut dire ça comme ça. Et la formation a été partagée en 3 modules et a duré 6 jours en tout, ce qui n'est pas non plus très exigeant par rapport, je sais pas, à un apprentissage ou une formation supérieure ou autre, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais dire, en fait, ce que je trouve d'intéressant par rapport à la question de la formation, et sans doute c'est surtout à Pierre d'invalider peut-être ce que j'ai envie de dire maintenant, puisque tu es encore à Corps Solidaire et tu continues de pratiquer, alors que moi j'ai mis un pied je suis sortie en fait de ce monde-là en 2019. C'est que la question de la formation, elle se pose aussi surtout en termes de nombre de débouchés possibles. Alors, comme j'imagine que la prostitution a encore des grandes années devant elle, même si on parle beaucoup de sexe virtuel aussi, et que le monde change, les technologies évoluent, et que sans doute, on peut imaginer ce qu'on veut, hein, mais peut-être que dans 100 ans, la notion de sexualité sera encore différente de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, quoiqu'en même temps, j'imagine qu'on reste quand même des mammifères et que certaines choses ne changeront pas de beaucoup. Enfin, on verra. Mais que la question, en tout cas, par rapport à l'assistance sexuelle, elle se pose aussi en termes de nombre de débouchés. Et c'est vrai que comme c'est un peu on va dire, pour moi c'est de la prostitution, mais c'est une activité un peu niche de la prostitution. C'est-à-dire que ça, voilà, il y a pas 1000 demandes qui viennent du monde du grand monde du handicap, si on peut prendre ça comme appellation, et que du coup le nombre de personnes qui sont formées, est-ce que c'est vraiment une formation intéressante de donner à l'année, ou est-ce qu'on peut l'imaginer justement comme quelques jours de formation continue par rapport à des personnes qui ont déjà le pied dedans? J'ignore maintenant comment ça se passe avec Corps Solidaire, s'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en disant « ouais, bonjour, j'aimerais être assistant ou assistante sexuelle », et s'il y a encore beaucoup de formations d'assistantes sexuelles qui sont données depuis ces dernières années. Alors, c'est la question la plus épineuse, c'est-à-dire que donc, actuellement les formations elles durent une dizaine de jours, 3 ou 4 modules, et puis il y a aussi un petit travail de mémoire à la fin qui est très créatif d'ailleurs, etc. Mais le gros problème, c'est de trouver des personnes désireuses de se former, parce qu'en fait, si il y a largement 1000 demandes en Suisse romande, alors ça c'est sûr, et il y aurait beaucoup plus. On n'ose pas trop faire d'informations dans les institutions parce qu'on n'arrivera jamais à répondre à toutes les demandes, mais vraiment jamais. Donc c'est urgent de trouver des personnes qui se forment. On finit pas une formation qu'on est déjà en train de lancer la prochaine, mais c'est très 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 difficile d'avoir des personnes qui s'inscrivent. Et puis il faut être très clair. La demande, elle est principalement une demande pour des assistantes, donc assistantes femmes, mais à 95% en gros. D'une part parce que les personnes qui désireraient un assistant homme, c'est un certain nombre de femmes hétéros, mais il y en a très peu qui osent faire la demande parce que la sexualité des femmes est tellement invisibilisée qu'évidemment c'est un pas beaucoup plus compliqué à franchir pour une femme de faire une demande d'assistance. Et beaucoup de femmes vont d'abord demander peut-être une assistance avec une femme parce que leur besoin c'est de découvrir leur corps ou peut-être de retrouver leur corps, et elles se sentent plus en sécurité, même si elles sont a priori hétéros, de se faire accompagner par une femme. Donc, la demande d'assistants hommes est minime. Dans les postulations de personnes qui désirent faire la formation, il y a relativement beaucoup d'hommes et de loin pas assez de femmes. Et puis en plus, il y a la question de l'âge. Parce que dans la société, ça a l'air que la sexualité, ça intéresse les femmes au début de leur vie, puis après... peut-être plus, ou bien alors elles sont peut-être plus censées être désirables, ou je ne sais quoi. Mais il y a peu de femmes au-dessus de 30 ans qui pensent « Ah ben ce serait peut-être une formation pour moi ». Et alors les femmes autour de 50 ans, il n'y en a quasiment plus. Or, la vie nous montre qu'avec un peu de chance, c'est jusqu'à la fin de la vie, la sexualité. Donc, bienvenue aux formations. Et puis on en est à la 7e là, qui commence en décembre, mais on est déjà en train de prévoir la 8e, ça c'est sûr.
Je veux juste rajouter par rapport à cette question de formation et d'information, en fait. Donc, on l'a dit, à Fribourg, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas de séance d'information avant de commencer à travailler. Mais c'est évident que, par exemple, à Grisédis, notre rôle, c'est aussi la transmission d'informations. Et en fait, ce qu'on se rend compte et ce qu'on s'est rendu compte, enfin, ce que je me suis rendu compte personnellement, seconde 2, où j'ai commencé à travailler à Grisédis, c'est que les personnes qui exercent, elles connaissent leur métier. Donc, il y a aussi tout un énorme panel de connaissances, de conseils, de choses qu'elles se transmettent entre elles, sans tomber à nouveau dans un fantasme de tout le monde est hyper proche dans ce milieu et entre collègues on se transmet tout. Non, c'est évidemment un milieu qui est, comme les autres milieux économiques dans cette société, compétitif, mais il y a une transmission d'informations. Et nous, en fait, par rapport à l'exercice vraiment des choses qui sont très spécifiques au travail du sexe, à comment se déroulent les choses, les personnes, elles ont l'expertise et elles peuvent se la transmettre aussi. On va être plus attentif quand c'est des personnes qui viennent de commencer, qui sont jeunes et qu'on voit qu'elles viennent de rentrer dans le travail du sexe. Mais évidemment qu'il y a des personnes qui travaillent là-dedans depuis 30 ans, on n'a absolument rien à apporter en termes de formation, si ce n'est évidemment que de compléter les besoins et les demandes qui sont dans d'autres domaines. Et c'est là aussi en fait qu'on a notre rôle, c'est de rendre la vie plus facile en fait, de compléter les questions administratives, de comment régler cette facture Swisscom qui fait que de revenir, enfin plein de choses de la vie quotidienne qui font qu'elles puissent exercer leur travail le plus tranquillement possible en fait. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Benjamin Abtschiman. J'aimerais prendre la parole pour vous expliquer que j'ai en fait 2 casquettes. Je suis chercheur en linguistique, je suis à l'université de Fribourg. Je m'intéresse par rapport à ça au discours sur la prostitution, donc les définitions dont on parlait au début. Bien sûr, les définitions ont un rôle énorme dans les discours. J'ai une deuxième casquette, je suis prostituée et depuis longtemps, depuis 38 ans, et j'aimerais dire que là, ce soir, je suis un peu impressionné à quel point certains invités connaissent mal la prostitution, tout en se permettant de prétendre savoir en quoi elle serait différente de l'assistance sexuelle. J'aimerais poser les choses un peu différemment. Claire pense que toutes les personnes dans la prostitution peuvent vivre de leur travail. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas. C'est du blabla de quelqu'un qui ne connaît pas la prostitution. Voilà. Claire et Pierre pensent que les personnes prostituées n'auraient pas de clientes handicapées ou de clients handicapés, qu'elles ne feraient pas d'accompagnement, qu'elles ne seraient pas sensibles aux besoins de ces clients, de leurs clients ou clientes par rapport à la vitesse du passage à l'acte. Moi, je connais la prostitution et je dois vous dire que c'est pas vrai, parce que nous, les prostituées, étaient là bien avant les assistants et assistantes sexuelles labellisés, et on faisait le même boulot. Et on a continué à faire le même boulot, et on le fait encore aujourd'hui, de manière autodidacte. On était là il y a 20 ans à conseiller les premières assistantes sexuelles et à conseiller les sexopédagogues pionnières qui commençaient à s'organiser pour qu'il y ait une formation par la suite, la formation qu'on connaît aujourd'hui et dont vous parliez. Et à l'époque, déjà, on était solidaires entre putes et assistantes sexuelles, bien sûr. Mais là, ce soir, le discours que j'entends n'exprime pas vraiment la solidarité. Bien au contraire, car le discours véhiculé de ce genre d'idées reçues par rapport à la prostitution est trop réductrice. Et j'aimerais rappeler que pour du changement dans la société, on en a tellement besoin. On aurait besoin qu'on change de discours, même dans ces petits détails. Merci. J'ose reprendre. Bonsoir monsieur, je m'excuse si mes paroles vous ont blessé et que vous ne vous êtes pas senti respecté dans votre expertise aussi personnelle. 38 ans, c'est énorme dans le sujet. Je m'excuse aussi si je me suis mal fait comprendre, puisque visiblement la manière dont vous ratifiez mes paroles
me fait sous-entendre que j'ai du mal à m'exprimer. Donc je n'ai jamais sous-entendu que les prostituées n'ont pas de clients handicapés, de loin pas. Je pense que justement c'est la prostitution qui s'en est toujours occupée avant que n'éclose cette formation d'assistante sexuelle. Et comme je l'ai aussi mentionné à un certain moment, mes collègues de formation étaient des femmes de la prostitution. Donc j'imagine, enfin, ce sont elles qui je veux dire, c'est la prostitution de toute façon. Si j'ai induit peut-être au moment où j'ai parlé que l'assistance sexuelle était un côté un peu niche de la prostitution, ça n'était pas pour dire que la prostitution ne s'en occupait pas, pas du tout, et ça ne voulait pas non plus, j'étais pas dans une idée de minimiser ou d'être réductrice avec votre pratique. C'était plutôt pour dire que c'était, enfin, pour ce que j'ai moi appris au moment où j'ai été formée de la part d'autres prostituées, c'est que c'est pas facile de se déplacer aussi dans les EMS, c'est pas facile de devoir prendre en charge des personnes qui ont des difficultés psychiques et physiques qui sortent un petit peu on va dire du commun des mortels, si on peut s'exprimer comme ça, parce que je n'aime pas non plus l'idée d'une norme. Donc voilà, j'espère m'exprimer, enfin ne pas faire pire en essayant de réexpliquer peut-être ce que j'ai tenu comme propos. Donc non, je n'ai pas, et je ne pense pas du tout au fond de moi que vous n'ayez jamais eu de personnes avec handicap dans votre clientèle, pas du tout. Et puis la deuxième chose que vous m'avez dit, que j'aurais dit aussi, et je voudrais reformuler, pour moi, la question de vivre de ça, alors bon, on a eu Pierre qui nous parle de plus de 1000 demandes en Suisse romande à l'heure actuelle et de très peu d'assistants sexuels formés pour pouvoir répondre à ces demandes. Pour ma part, et je vais vraiment répondre le plus personnellement, enfin voilà, de mon expérience personnelle, c'est très difficile de faire plusieurs assistants sexuels par jour, voire même par semaine. Alors est-ce que j'ai décidé que c'était comme ça dans mon ressenti parce que j'avais déjà un travail à 100% à côté, ou est-ce que c'est vraiment la force, enfin comment dire, l'impact aussi psychique de ce que ça fait. Enfin, pour moi, c'est pas, je n'ai pas été formée à être prostituée, je n'ai pas vécu dans ce milieu non plus. J'ai fait cette formation d'assistante sexuelle et je me suis lancée dans l'aventure. C'était pas évident de le faire tout le temps. J'ai adoré les rencontres que j'ai faites, j'ai beaucoup appris aussi, mais je n'aurais pas pu vivre de ça. Et quand j'ai fait ma formation, il a été très clair que nous n'allions pas du tout vivre de l'assistance sexuelle. Il y a aussi ces questions, comme on a parlé de consentement, de proxénétisme, de fidélisation d'une clientèle qu'on ne peut pas vraiment se permettre de faire dans le cadre du handicap aussi, mais surtout du handicap psychique. Donc, dans ce sens-là, j'ai marqué une différence de l'assistance sexuelle et de la prostitution. Alors, pour moi, ça reste, je veux dire, c'est du travail du sexe tarifé. J'ai expliqué pourquoi est-ce qu'au début, c'est un mot, le travail du sexe, que je n'avais pas utilisé en fait dans ma formation non plus, au profit de l'assistance sexuelle qui rentrait aussi dans un registre peut-être plus thérapeutique que consumériste, mais en même temps, on peut clairement remettre ces questions en doute et on peut en débattre. Mais disons que c'était plutôt dans l'idée que le travail du sexe, comme les 7 autres collègues que j'avais au moment de ma formation, elles vivaient de ça. Donc, d'ailleurs, on a parlé à un moment, j'ai évoqué les taux, j'ai aucune idée de s'il y a des personnes qui en fait n'arrivent pas à vivre du travail du sexe. Et j'ai laissé cette question plutôt dans le flou, en reconnaissant, et peut-être j'aurais dû rajouter plusieurs fois le fait que je ne savais pas répondre à cette question. Donc je m'excuse si ces deux affirmations que vous avez compris de ma part vous ont blessé ce soir. J'espère que vous me pardonnerez peut-être de cette, ou si vous vous êtes senti blessé dans votre fierté aussi de praticien. Et puis j'espère aussi que ma réponse peut être un petit peu... c'est un peu étrange, je ne vous vois pas personnellement, donc c'est très singulier de faire ces excuses face à la caméra verte de mon ordinateur. Mais enfin, voilà, cher monsieur, je m'excuse de m'être mal exprimée et j'espère que le petit moment de justification que je viens de faire, en tout cas je voulais plus
pas me justifier, mais peut-être mieux expliciter et puis me rendre compte de l'impact de ce que ça peut faire une mauvaise formulation. Bref, je m'arrête là. Pierre, si tu veux reprendre ou Très volontiers, mais je vous laisse d'abord peut-être réagir, monsieur. Moi, je propose simplement qu'on retourne au débat. Moi, j'aimerais débattre et pas entendre des excuses. Oui, une seconde, Farida, attends. Vas-y. Minuscule remarque, le monde de l'assistanat sexuel, je ne le connais pas du tout, donc évidemment, je ne vais pas me prononcer dessus, mais il y a aussi l'évidence que même à l'interne du travail du sexe, il y a des significations sociales différentes. En fait, être travailleur du sexe, être pute, être prostituée, c'est un statut bien spécifique et qui... Comment dire ? C'est pas la même signification sociale, évidemment, d'être assistante sexuelle ou d'être pute, en fait. Genre, vraiment, c'est quelque chose qui est différent. Comme il y a des distinctions et des regards différents entre les personnes qui travaillent dans la rue, les personnes qui travaillent dans les salons, les personnes qui sont escortes, les personnes qui arrondissent leur fin de mois. Enfin, c'est extrêmement large, mais les questions de précarité, de comment tu te balades dans la vie quand tu fais ce boulot de travailleuse du sexe, là, il y a vraiment une... C'est quelque chose de très spécifique et je pense qu'on peut être assez au clair que dans notre société telle qu'elle est construite, c'est pas n'importe quoi en fait d'être travailleuse du sexe, d'être travailleur du sexe, et c'est bien différent, surtout dépend qui le pratique. Là, je parle des personnes que nous on rencontre qui sont dans... Mais il n'y a pas que ça, mais dans la précarité, dans la migration, des personnes trans aussi. Genre, c'est des... Ouais, il y a quelque chose de... Ouais, j'ai pas envie de dire c'est un sacré boulot, mais c'est quelque chose de spécifique et qui n'est... Ouais, le parallèle avec l'assistanat sexuel, il est des fois compliqué, quoi. C'est quand même autre chose. Mais voilà, c'est... La question que je voulais, moi, soulever, c'est que, donc, pour moi, je n'ai pas du tout la prétention de définir le travail du sexe. Et loin de moi l'idée que, je crois même l'avoir dit dès le début, que pour moi, les pratiques sont les mêmes. Donc sur tous les plans, que ce soit sur l'accompagnement plus humain ou sur les pratiques sexuelles, je ne vois pas les différences, effectivement. Par contre, ça me fait un peu penser dans un des domaines où je travaille, le travail des sexothérapeutes, le travail des praticiens sexuels, où il y a des zones qui se rencontrent, mais simplement notre contrat à nous est très clair. On demande aux gens d'avoir un métier, on refuse qu'ils fassent ça pour vivre. Ça, c'est juste dans notre contrat à nous. À PASS, en France, à une autre approche où, pour eux, c'est travailleur du sexe spécialisé. Mais voilà, en Suisse romande, on s'est décidé comme ça. Donc il y a cette distinction qui est demandée d'avoir un métier pour vivre. Et puis par rapport effectivement à ce que je parlais du temps que prennent les choses ou du fait d'avoir des clients ou des bénéficiaires qui ont des limitations, qui prennent plus de temps, c'est aussi simplement du point de vue du bénéficiaire, c'est-à-dire que dans le pack de assistants sexuels, qui a un montant nettement inférieur, il paye nettement moins que ce qu'il paye dans un salon de massage usuel. Par contre, il y a un temps beaucoup plus large qui est donné. Après, si sur un plan personnel, en tant que TDS, je fais le même tarif si ça dure 2 heures que si ça dure moins, c'est magnifique. Bonsoir, désolée. Je voulais vous poser une question. Je suis étudiante en pédagogie curative à l'Université de Fribourg et je voulais poser une question par rapport à l'assistance sexuelle. J'ai pu effectuer un stage... Ça va mieux ? J'ai un retour, désolée. J'ai pu effectuer un stage dans une institution spécialisée et... une formation interne était proposée avec différents modules, dont un module sur la sexualité. On nous a présenté une définition de l'assistance sexuelle qui était assez brève quand même, et les valeurs institutionnelles étaient clairement contre l'assistance sexuelle, et les intervenants aussi. Je voudrais savoir quelle est la place des institutions spécialisées
par rapport à l'assistance sexuelle, et est-ce que ça peut avoir justement une influence dans l'accompagnement proposé aux personnes? Alors, malheureusement, bien sûr. Et puis, on parlait avec Noémie des différences cantonales, par exemple, sur ce point de vue, parce que le monde d'institution vient souvent du monde, comment on dit, dans les valeurs chrétiennes qui ont développé un accompagnement, etc. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le droit à la sexualité et à la vie amoureuse est inclus, mais ça ne fait pas si longtemps, dans les droits de la personne handicapée. Donc on peut toujours au moins remonter à la Déclaration des droits des personnes handicapées, où c'est maintenant inclus. Mais dans certaines situations, c'est très compliqué. Et ce n'est pas que les institutions, ça peut être le frère qui n'est pas d'accord, enfin, qui se trouve être le curateur, et puis il n'est pas d'accord que son frère, sa sœur aient de l'argent pour avoir des séances. Bonsoir. Un peu plus tôt, il y a été mention de la stigmatisation du travail du sexe. Et je voulais vous demander comment a évolué l'image du travail du sexe ou des personnes travailleuses du sexe ces dernières années, ou si on prend un cadre un poil plus large historique au niveau des dernières décennies. Voilà. Sarah, est-ce qu'il faut que l'on répète la question ou est-ce que tu as entendu? Oui, non, volontiers, parce que la connexion n'était pas très bien. Volontièrement répéter la question. Merci. Le micro a filé derrière, donc je vais me déplacer moi, comme ça je vous le repasse et vous reformulez la question. Il semblait que Sarah n'entendait pas bien. Donc effectivement, il y a été mention de la stigmatisation et je me demandais comment a évolué l'image du travail du sexe et des personnes travailleuses du sexe ces dernières années ou de manière un peu plus large ces dernières décennies. Okay. Au sein de la population, effectivement. Oui, merci. Alors, c'est une vaste question. Comme je peux dire, alors, bien sûr, il y avait des changements dans l'image des travailleurs ou travailleuses du sexe. Comme je l'ai dit peut-être tout au début, les années 60, 70, c'est une période qui est décrite aussi comme une libéralisation sexuelle. Et en effet, cette libéralisation, dans le sens que, comme je peux dire, les tabous sexuels sont changés. La société était plus ouverte pour parler de la sexualité, pour parler des plusieurs formes de la sexualité. Cette forte norme de la sexualité comme je peux dire, une relation seulement hétérosexuelle qui se passe dans un mariage pour le but de faire des enfants et rien d'autre, s'est changé pendant les années 60, 70. Alors on avait une plus vaste image de la sexualité, de désir sexuel et des orientations et identités sexuelles. Et dans cette libéralisation, dans cette ouverture des valeurs, je dirais, et des images, aussi le travail du sexe ou la prostitution avait d'une certaine manière son place. Pour dire que la société était plus intéressée, premièrement, à écouter aux femmes, je dirais plutôt aux femmes, parce que la prostitution homosexuelle des hommes pour les hommes, c'était encore interdit en Suisse, juste à 92. Alors c'était encore un grand tabou. Mais le travail du sexe hétérosexuel des femmes pour les hommes, on note une certaine ouverture, un plus grand intérêt du public pour les conditions dont les femmes travaillent, pour les expériences qu'on fait, pour qu'elles racontent eux-mêmes qu'est-ce qu'elles font quand elles travaillent.
Alors, il y avait comme un plus grand intérêt quand même. Je suis un peu, comme je peux dire, ich bin vorsichtig, parce que le stigma reste quand même. Le stigma reste quand même. Et on voit ça, par exemple, que comme je peux dire, le parcours social des femmes qui ont travaillé comme prostituées était quand même très restreint. Une femme ne pourrait pas dire alors j'ai travaillé comme prostituée les dernières années, maintenant je voudrais bien travailler dans votre bureau avocat ou je sais pas, ou faire quelque chose d'autre. Alors comme aujourd'hui c'est un stigma, c'est un secret. Les femmes vivaient une double vie. Elles avaient souvent des familles qui ne savaient pas que comme ils gagnaient de l'argent, ils racontent autre chose. Et ça vraiment n'a pas changé. Ce que aussi n'a pas changé que les travailleuses ou travailleurs du sexe ont pas beaucoup de droits. On ne parle pas vraiment de la sécurité ou d'améliorer la sécurité de ces personnes, des conditions du travail. Alors, on a un peu, comme je peux dire, es ist ein bisschen eine Doppelmoral. On a une plus grosse acceptance du travail du sexe dans la manière que, je peux dire, es ist nicht mehr so stark moralisiert, mais quand même, on n'a pas un progrès, on donne plus de sécurité, plus de droits aux personnes qui font ce travail. Je vais juste compléter en disant que c'est exactement ce que vient de dire Sarah. C'est pas parce qu'il y a un changement de discours et de paradigme et qu'il y a plus d'ouverture sur le travail du sexe que ça change les conditions matérielles de vie des travailleuses du sexe au quotidien. Et on voit que c'est un sujet qui intéresse et qui fascine, mais on voit aussi qu'il y a pas forcément une prise en compte de la réalité quotidienne du travail. Nous, on nous contacte souvent pour des entretiens, parce que d'un coup, on aimerait bien inviter une TDS à notre table ronde, justement, ou on aimerait bien d'un coup faire un article là-dessus, parce que d'un coup, ça te prend de vouloir parler du travail du sexe, et sans prendre en compte la réalité peut-être si la personne elle vient, elle va louper un client. Est-ce que la personne elle va être rémunérée? Est-ce que la personne elle va être anonymisée? Qu'est-ce que ça lui amène à la personne en fait de venir participer dans un article, etc. Donc ouais, c'est pas parce qu'il y a un changement de discours qui est certes qu'on peut saluer, enfin qui est tout à fait bienvenu évidemment, que ça impacte les réalités matérielles des TDS. Alors nous avons un petit problème qui est le temps. Et j'ai peu de prise là-dessus. Ce qui fait que je souhaiterais proposer la chose suivante, c'est de savoir s'il y a beaucoup de questions encore qui souhaiteraient être posées. Et puis, si c'est le cas, alors on en prend 2 ou 3, mais à la suite, et ensuite, les personnes de la table ronde choisissent un peu à quelles questions elles souhaitent répondre et y répondent de manière assez concise. Et si ça n'est pas le cas et qu'il reste, puisque tu t'es déplacé au fond, une seule et dernière question, alors ce sera... Ah non, ça fait 2, ça fait 3. Qui dit mieux? À ma connaissance, il y en a 3. Une ici, une devant quelque part, et vous, et ça fait 4. 4, ça risque de faire beaucoup. Alors, non, je propose quand même que les questions se posent, et puis... Voilà, dans la réponse, qui sera chacune le dernier mot de chaque personne, il faudra bien que vous réfléchissiez à ce que vous souhaitez dire, vous répondiez de manière concise à un bout ou de chaque question, à une question, et puis on étende encore à 3 minutes notre café, si tu es d'accord, Farida. Alors, moi, je suis d'accord. J'annonce déjà ce que j'aurais annoncé après. Lorsque ce café est terminé, il n'est pas tout à fait terminé, on vous prépare des petites choses à grignoter dehors et vous pouvez rejoindre nos invités et discuter encore, enfin ceux qui sont là, évidemment. Vous pouvez discuter encore un petit peu en aparté entre vous ou avec les personnes qui sont à cette table. Donc vous pouvez aussi poursuivre de manière plus informelle après. Mais donc si j'ai bien compris, je vais ici. Et là, je t'indiquerai, vas-y. Voilà, alors on commence ici.
Bon, du coup, je voulais lancer une grande thématique. Du coup, je le fais quand même. Peut-être qu'on n'aura pas trop le temps d'en discuter. Mais je me posais en fait beaucoup la question par rapport... Enfin, ça a été un peu évoqué un peu, mais par rapport aux relations qui sortent des dynamiques hétérosexuelles ou même la place en fait des personnes trans dans le travail du sexe. Et en fait, à quel point c'est différent, déjà, que ce soit en fait dans le travail d'assistant, assistante, dans les hommes ou tout ça, ou bien aussi dans le travail plutôt à la rue, ou ce que Noémie, avec Griseldis, vous pouvez voir. Et aussi un peu cette cliché en même temps qu'il y a une vraie statistique de les femmes trans qui occupent en fait une grande place dans la prostitution forcée. À quel point, enfin, si c'est une statistique, c'est que c'est forcément vrai, mais en fait, à quel point vous le remarquez, voilà, si on peut juste en parler un peu. Ensuite, Ah, pardon, je l'avais pas vu. Bonsoir. Alors, je me demandais, dans votre parcours, pour les personnes qui sont dans le milieu de la prostitution, comment est-ce qu'on en est amené à vouloir travailler en tant qu'assistant? Est-ce que c'est principalement motivé par l'argent, une combinaison argent-philanthropie, ou est-ce qu'il y a un véritable désir de faire ça pour en tirer du plaisir? Voilà, c'est ma question. J'ai une question technique qui sera plutôt rapide. Je voulais savoir si les institutions ou les privés veulent faire appel aux assistants sexuels, par quel biais on le fait en fait? Où est-ce qu'on peut vous contacter? Je crois qu'il y en avait une dernière qui était là, tout devant. Moi aussi, ce serait plutôt une question assez vite faite. J'aimerais savoir si, plutôt d'un point de vue historique ou si d'un point de vue informationnel, on peut trouver quelque part des informations concernant peut-être le taux de prostitution. Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'il baisse? La proportionnalité des prostituées hommes ou femmes, est-ce qu'elle évolue? Ouais, je crois que je vais m'arrêter là. J'avais d'autres questions, mais merci. Alors, je vous propose qu'on refasse la même chose qu'au début. On va aller simplement par un ordre alphabétique. Donc, si tu es d'accord de commencer, Sarah, est-ce qu'il y a une des questions ou plusieurs auxquelles tu souhaites apporter un ou des petits bouts d'éléments de réponse? Oui, merci. Peut-être je repense aux dernières questions. Concernant le taux, la statistique, comme j'ai commencé avec mes recherches dans les premières archives, non, c'était à Aspasi, die Fachstelle für Sexarbeit in Genf. Là, une collaboratrice m'a dit, si tu vois quelques statistiques sur la prostitution, le travail du sexe, c'est faux. C'est toujours juste faux. Je ne peux pas y croire. Alors, ça à faire parce que le travail du sexe, c'est un phénomène où il y a un gros Dunkelziffer, parce qu'on sait vraiment jamais exactement combien de femmes et des hommes travaillent comme travailleurs ou travailleuses du sexe. Ce ne sont pas toutes les personnes qui se font registrer à la police. Puis les personnes qui sont registrées, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent encore sur le métier. Alors les statistiques, c'est difficile. Et l'évaluation concernant combien des hommes et combien de femmes, là, je pense que c'est... Alors au moment en Suisse, ce sont 95% des femmes, je pense, et 5%, mais ça c'est toujours une statistique qui, je pense que c'est, qui nous donne un sens de réalité, mais qui nicht die ganze Realität abbildet. Von daher, ich bin sehr vorsichtig, wenn es Statistiken im Bereich der Sexarbeit geht. Merci. Claire? Alors, moi, j'ai raté la question 3 parce qu'il y avait des petites interférences de l'autre côté.
Mais j'ai bien entendu la question 2 avec comment on est amené à travailler comme assistant, en fait. Plus, je voulais plus faire vraiment de distinction, mais comme, en tout cas, assistante sexuelle. Si on était motivé par l'argent, la philanthropie ou le plaisir, peut-être que c'est là où je peux répondre. Mais bon, ça n'engage que moi, parce que je pense que chaque parcours est très singulier, comme l'a encore expliqué Sarah en début de débat, avec l'idée que les conditions de vie aussi peuvent forcer quelqu'un à se retrouver dans une position qui ne serait pas la sienne. Alors je réponds que pour moi, personnellement, c'était vraiment motivé par de la philanthropie. La condition du handicap m'a toujours touchée dans le sens où c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. Demain, notre vie change, elle bascule. On a quelque part de la chance de pouvoir avoir une mobilité telle qu'on l'a, des droits tels qu'on l'a. Alors bon, à titre de femme, c'est des droits qui sont durement gagnés aussi et qu'on n'a pas terminé de devoir revendiquer encore à l'heure actuelle. Mais du coup, disons que la condition d'une personne avec handicap m'a toujours touchée. Moi, le seul handicap que j'ai, c'est mes lunettes, en fait, les yeux. Bon, peut-être des handicaps affectifs, psychiques, on peut en trouver partout, hein, quelque part. Mais disons que ça ne m'a pas limité dans ma vie, ni à faire des formations, des études et à poursuivre des emplois ou des postes qui me faisaient plaisir. Et du coup, voilà, pour moi, cette motivation à devenir assistante sexuelle, c'était vraiment de participer à un grand projet, parce qu'à l'époque, voilà, on n'en parlait pas beaucoup. En Suisse romande, c'est vraiment quelque chose qui passe un peu inaperçu. Comme la prostitution, d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup en règle générale, ça reste encore assez tabou. Et c'était l'idée de participer à une aventure à taille humaine, pour me mettre à disposition de personnes qui, pour moi, n'avaient jamais eu la chance d'accéder à ça. Pierre, au début du débat, tu as parlé de frustration et de privation. Pour moi, c'était des personnes qui étaient privées parce que d'abord, on ne leur accordait pas le droit d'eux. Après, les institutions n'étaient pas forcément au courant même que ce type de service existait. Et ensuite, il y a la question encore du consentement à définir. Donc là, il y a des blindés des fois de psychiatres, d'éducateurs. Enfin, je veux dire, le consentement de certaines personnes sont quand même débattus dans des salles à plus de 20 experts professionnels avant que la personne soit mise en contact avec un assistant ou une assistante sexuelle. Et donc, du coup, voilà, de donner la chance à des personnes qui en avaient eu moins que moi, visiblement, en tout cas pour accéder au sexe, à la sexualité. Et voilà, ça c'était pour répondre à cette question numéro 2. Merci Claire. Pierre? Alors, pardon. Si j'ai bien compris, la question de relations non hétéronormées dans le domaine du handicap, c'est tellement le b.a.-ba de déjà sexualité, je pense que ça viendra dans 40 ans. Pour l'instant, malheureusement, enfin, il y a très très peu de demandes. Il y a des propositions d'assistants, assistantes non binaires. La plupart sont ouverts à accompagner hommes ou femmes. Enfin, voilà. Mais il y a quasi pas de demandes. Il faut attendre, je pense, 30 ans. Les raisons pour éventuellement passer de travailleur du sexe à assistant ou élargir, c'est vraiment parce que justement beaucoup de mes collègues qui sont travailleurs du sexe ont des expériences avec des personnes handicapées puis se disent mais en fait si j'ai pas compris, ce serait bien d'avoir d'autres outils, mieux comprendre, mieux connaître, donc qu'on vit de plus savoir à ce propos-là, où c'est un domaine où peut-être ça les touche d'une certaine façon, ils ont envie d'aller plus là-dedans. Il y a la notion du réseau, d'être aussi souvent travailleuse du sexe, signifie dans le fond beaucoup d'isolement. Voilà, peut-être c'est une des raisons de vouloir faire aussi des assistances. Je pense qu'au niveau du plaisir, de l'argent et des buts philanthropiques, il n'y a pas, il n'y a rien de différent. C'est personnel. Comment contracter ou pas contracter les assistantes, assistants, il y a des personnes qui... Chacun peut se déclarer assistant-assistante. Il n'y a aucun... Nous n'avons... Il n'y a pas un label. Donc voilà, sur
n'importe quel réseau, on peut trouver des gens qui sont assistants-assistantes. Call Me to Play, par exemple, il y a des personnes qui vont annoncer, peut-être, voilà, plus une ouverture. Mais à part ça, il y a aussi CEP n'existe malheureusement plus, mais il y a effectivement Corps Solidaire, il y a un site, il y a des assistants-assistantes qui ont un profil et qu'on peut contacter directement. Sinon, on passe par le mail, par le téléphone de l'association. Voilà. C'est tout. Merci Pierre. Et donc Noémie. Par rapport à ta question sur la place des personnes trans dans le travail du sexe, alors c'est à moitié une observation personnelle, à moitié des connaissances qu'on a en effet sur une certaine surreprésentation des personnes trans dans le travail du sexe. J'ai l'impression que c'est l'évidence en fait qui est liée au fait d'être dans une société transphobe, c'est-à-dire que les personnes trans font face à des formes d'isolement, de précarité et d'impossibilité professionnelle en fait, et surtout, à nouveau, je rajoute le truc du contexte migratoire, mais ça joue évidemment aussi un rôle. Et quand il y a ce cumul de vulnérabilité, aussi lié à la transidentité par exemple, c'est peut-être pour ça que tout à coup le travail du sexe est une option en fait. Et avant, comme on disait avant, la seule option, une des meilleures et tout, ça c'est tout des choix personnels. Et du coup, c'est peut-être ça qui explique cette présence. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'après, une fois que de ce qu'on nous a raconté, une fois qu'on rentre dans le travail du sexe en tant que personne trans, on est aussi à nouveau vulnérable parce qu'on peut être une catégorie fétichisée. Il y a beaucoup de sexualisation autour même du fait d'être transgenre en tant que TDS, et Yel s'expose comme partout en fait à des violences qui sont vraiment spécifiques et qui diffèrent aussi largement des parcours de TDS cisgenre, même s'il y a évidemment, parce que c'est les mêmes. Ça reste un travail précis. Il y a des choses qui se rejoignent, mais il y a aussi des choses qui sont très spécifiques et auxquelles, par exemple, à Grisélis, on essaie d'être attentif dans la mesure du possible. Voilà. Alors, merci infiniment aux 4 personnes qui nous ont accompagnés à cette table ronde ce soir. Merci à Tuxt vraiment d'être venus en si grand nombre, d'avoir participé à ce débat. Et puis, Farida vous le redira, vous êtes très cordialement venus à participer à la discussion qui va se poursuivre maintenant. Merci Farida et belle soirée. Merci à nos invités ici et là-bas. Merci à toi Nils, merci à vous pour vos questions et vos réactions. 2 constats peut-être ce soir. Le premier, c'est trop court, mais en même temps... à un moment donné, il faut s'arrêter. On sait que ce genre de discussion crée parfois des frustrations. On a parlé de frustration tout à l'heure, non ? Celle-là, je la trouve plutôt saine. C'est-à-dire que si vous avez des points ou des questions ou des angles que vous auriez souhaité voir abordés ce soir, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller vers les personnes qui sont là, en parler entre vous. Le foyer du Nouveau Monde est ouvert juste sur votre gauche. Vous pouvez commander à boire. Nous, on vous a préparé 2-3 choses à grignoter parce que boire sans grignoter, c'est pas rigolo. Et si c'est des sujets que vous aimeriez voir abordés sous ce genre de discussion, n'hésitez pas soit à venir vers moi, soit à m'écrire pour me dire l'année prochaine, ça serait bien d'aborder la discussion sous tel angle ou sous tel autre. Donc je suis preneuse de suggestions. Petite page de pub, on se quitte jamais sans. Le principe des cafés, c'est qu'on passe d'un sujet à l'autre, d'un mois à l'autre, sans lien spécifique. Le prochain café aura lieu le 20 décembre dans cette même salle et on parlera, j'ai intitulé ça le free speech. La question c'est sois chercheur, chercheuse et tais-toi. Est-ce que les chercheurs ont le droit de s'exprimer sur toutes les questions en tant que chercheurs ? Quelle est la différence entre un citoyen et un scientifique, entre une institution et des scientifiques ? Il y a tout un débat à avoir là-dessus et je pense que ce sera également très riche. Je tiens à remercier encore vraiment beaucoup les techniciens qui ont fait en sorte que ça marche le mieux possible ce soir. Nos 2 invités à la maison qui vous entendaient, qui ne vous entendaient pas, qui vous entendaient un petit peu, avec qui nous avons échangé. Vous imaginez pas le nombre d'échanges qu'on a eu en backstage autour de cette discussion. Donc vraiment, merci à tous pour votre patience, pour votre participation aimable et je vous souhaite une bonne soirée.